Haïti est fragile de tous les chocs climatiques qu'il peut recevoir, avec ce qu'on a pu voir, le tremblement de terre de 2010, Cindy en 2012, avec Mathieu en octobre 2016. On voit bien qu'il y a une récurrence des chocs extérieurs au niveau climatique qui, impacte sur une situation de la population qui était déjà dans une situation de difficulté en termes des services de base et en termes de santé auparavant. Nous sommes dans une situation particulièrement difficile avec une explosion démographique, avec une catastrophe écologique, avec une perte de ressources humaines qualifiées. Haïti produit de moins en moins de biens alimentaires ou bien des autres biens manufacturés pour sa population. D'abord, c'est tout Haïti qui change de tête avant qu'il a changé, parce que ça va changer. On n'est pas besoin de changer. C'est vrai, mon là, il y a fait là, le but de vivre pas. Là, je mettais ensemble avant. Les gens qui me font mission, allez dire me gagner. Tout le monde a volonté pour gagner. Depuis tout Haïtien a volonté pour aider Haïtien pareil. Au moins, ça gagne, ou décider de ça pas gagner. Au moins, il y a un changement. Parce que Malhéry lui-même, c'est des outils pour faire Ganeg la Ganeg. Parce que Ganeg a toujours utilisé Malhéry parce qu'il connaît depuis le Malhéry en 1000 gouttes. Malhéry a fait des faits pour lui. Cette société-là évolue et change sans qu'il y ait de vrais changements au niveau de l'État, au niveau des structures étatiques, au niveau des structures de prise en charge de la population. Donc il y a un besoin d'institutions, il y a un besoin d'équipement collectif, il y a un besoin, à dire, de lien entre la population et ses dirigeants. Donc tout ceci n'arrive pas à se mettre en place. L'appui budgétaire tel qu'il est conçu par l'Union européenne souhaite travailler sur les capacités de base de l'État haïtien pour permettre de mieux servir la population au niveau des services de base. L'appui budgétaire est un appui aux réformes. Et ces réformes doivent être menées par les autorités. Donc une fois qu'on a décidé où on va, c'est-à-dire on a fixé des objectifs très clairs, des résultats que les autorités souhaitent obtenir, on va amener de l'expertise. L'appui budgétaire de l'Union européenne permet un dialogue politique entre l'Union européenne et l'État d'Haïti. Un dialogue permanent. C'est avec un réel plaisir que je participe aujourd'hui à l'ouverture de la 3e session du dialogue politique entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne, dont l'objectif est de discuter de l'état d'avancement des réformes portant sur 3 grands axes: la gestion des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'éducation et la modernisation de l'État. Cet appui budgétaire, encore une fois, nous dit combien nous sommes malades, combien nous avons à déployer d'efforts pour changer notre paradigme. Nous avons pour devoir d'emprunter une nouvelle voie nous permettant de nous rapprocher du niveau de vie des autres pays de la Caraïbe. À part le nôtre, il n'y en a pas qui reçoit encore de l'appui budgétaire. Donc c'est un moment, ce dialogue politique, pour échanger entre nous sur l'avancement du programme, sur l'avancement des différentes réformes, sur l'évolution des différentes actions. C'est aussi le moment pour nous de tirer un petit peu les leçons. L'appui budgétaire est financé par le Fonds européen de développement, et le Fonds européen de développement est lui-même alimenté par les budgets des États membres de l'Union européenne. Et ces États membres, ces budgets-là sont alimentés aussi par la fiscalité des contribuables européens. Donc, si vous voulez, les dons faits au travers de l'appui budgétaire sont évidemment conditionnés de résultats. Une fois que ces aides sont mises en place sous forme d'expertise, à des moments réguliers, à nouveau à travers le dialogue, on va mesurer le progrès. Et c'est sur base de cette mesure qu'un appui financier va se déclencher et va être directement transféré vers le trésor du pays. Ce n'est rien d'autre de regarder si l'indicateur, donc l'objectif qui a été fixé, est atteint ou pas. Est-ce qu'il réalise 100% de l'indicateur? Est-ce qu'il réalise 50% de l'indicateur? Est-ce qu'il réalise 0% de l'indicateur? Et on va payer en fonction de la performance qui sera réalisée. En fait, il y a en général
une tranche fixe qui est convenue et une partie variable, donc en fonction, comme je disais tout à l'heure, de la performance, sur base d'indicateurs, on va payer tout ou partie. Il revient aux autorités de montrer les progrès qu'ils ont faits, donc ils sont redevables des résultats qu'on a fixés ensemble, mais en même temps, ils reçoivent un appui financier qu'ils vont utiliser à l'intérieur de leur budget et selon le système national. C'est-à-dire que l'argent va rentrer dans le budget de l'État et les autorités y disposent tel qu'elles veulent. Il y a quelques années, il y avait des centaines et des centaines de comptes publics ouverts dans différentes banques en Haïti. Et ces comptes servaient à utiliser, à faire des dépenses publiques. Il y avait de l'argent qui entrait et il y avait des dépenses qui étaient effectuées par des ministères, par des agences publiques, par des structures publiques. Et personne avait une vue globale sur l'ensemble de ces comptes. Et c'était presque impossible de vérifier si l'ensemble des flux respectait les règles et la loi en vigueur. Donc cet appui nous a permis de mettre en place et d'avancer avec le compte unique du Trésor, qui permet donc de mettre dans un seul fonds, dans un seul sac, tous les fonds publics. Nous essayons de reconstruire, comme je vous dis, des écoles, des hôpitaux, comme vous voyez ici. Je n'aime pas le système de payer les gens sous la table. De ce fait, je me retrouve à ne pas travailler dans certains marchés. Parce que pour moi-même, c'est pas admissible. Il faut toujours acheter quelqu'un quelque part. Ceci dit, je ne peux pas dire qu'ils le fassent de façon malhonnête, puisque, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui étaient des entrepreneurs avant d'être des politiciens et qui ont leur petit business sur les côtés qui continue à fonctionner malgré le côté politique. Donc, ils donnent du travail à ces gens dans sa zone. C'est pour ça que les gens votent pour eux. Dans un pays où nous avons quand même un taux de chômage aussi grand, quelqu'un ne va pas risquer son poste pour dénoncer un cas de corruption. Non seulement il va dénoncer le fait, la personne ne sera pas poursuivie, la personne ne sera pas sanctionnée, mais lui, il risque de perdre son poste et il n'y a aucun texte qui le protège. Donc il y a un nombre très limité de plaintes, un nombre encore plus limité de cas qui sont transférés à la justice et encore beaucoup plus limité le nombre de punitions qui en résultent. Malheureusement, nous avons un système judiciaire qui est appelé à sanctionner des actes de corruption, alors que ce système judiciaire est perçu comme l'institution la plus corrompue, même si ces dossiers sont bien documentés avec des preuves à l'appui. Ces dossiers risquent de dormir dans les tiroirs à cause de cette grande corruption qui gangrène le système judiciaire haïtien. On ne pourra jamais parler d'autonomie de l'ULCC tant que le directeur général de l'ULCC soit nommé par arrêté présidentiel. L'idéal, ce serait que l'ULCC soit une institution indépendante. Les voix critiques demandent pourquoi, dans un système corrompu, il est possible de rajouter encore plus de l'argent, par exemple. Et donc, c'est une question fondamentale qui entoure l'appui budgétaire. Tous les pays au monde ont des problèmes de corruption, de toute façon. Haïti a des problèmes de corruption. Maintenant, il y a deux manières de répondre à ce défi. Soit on le contourne, et donc on ne l'arrange pas, et on ne travaille pas avec les systèmes, et donc on tourne en quelque sorte le dos au problème. Deuxième option, c'est d'essayer d'améliorer le problème depuis l'intérieur.
Et c'est le choix que fait l'appui budgétaire de l'Union européenne. L'État haïtien a pendant longtemps négligé l'éducation. La population augmente, mais pendant plus d'un siècle, l'État haïtien n'a pas créé de nouvelles écoles. Cette école ne reflète pas la réalité des écoles en Haïti. J'ai visité des écoles où il n'y avait pratiquement rien, sans banc, et sans toilettes, sans eau potable, sans rien du tout. Ici en Haïti, il y a une substitution qui se fait, parce que ce n'est pas tout le territoire qui est couvert par des écoles publiques. Pas tout le monde a un accès à une école publique. Et il y avait une création d'écoles privées pour substituer cette offre qui manquait de l'État. Il y a des écoles en Haïti où les parents paient 200, 300 dollars US par mois. Même les plus pauvres, ils sacrifient tout pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais maintenant, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous dans les écoles où ils envoient leurs enfants. Tout le monde peut se déclarer enseignant, ouvrir une école et toucher de l'argent aussi des parents qui très souvent sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais après, c'est une mauvaise école, il n'y a pas des enseignants qui ont une certaine qualification et les résultats manquent. Il y a un système maintenant qui va être mis en œuvre que les enseignants doivent avoir un permis pour pouvoir enseigner. Avec le PPE, pour la première fois, on a su qu'il y a environ 150 000 enseignants dans le système. C'est un premier pas. Maintenant, quelle est la qualification de ces gens-là? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour enseigner à nos enfants? C'est un deuxième pas qui n'a pas été franchi. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients que je dis à la plupart d'Haïtiens, ils ont un petit gens pessimiste par rapport au pays, pas vrai? Est-ce que vous pensez que le pays ça va changer? Haïti va combattre de manque de conscience. Peuple haïtien n'a pas de conscience. C'est ça que le pays n'a pas arrangé pour nous. Là, nous avons conscience, Haïti a tourné la pelle des sorties. Moi-même, je pense que Haïti, oui, Haïti, entre 25 et 30 ans, Haïti a sorti dans le stade pays pauvre pour le passer dans le pays émergent. Si tout le monde veut, il y a des gens qui décident de prendre confiance de tête, de l'État, et qui entament un ensemble de processus. Une chose qui est capable d'empêcher Haïti d'arriver dans ce stade, c'est une société civile qui est forte. Il faut d'abord une éducation, même j'en appelle là. Il faut une éducation qui est faite à la base pour permettre que la population connaisse ça. Pour les voter au monde, pour savoir ce que le COP qui fait la voter. La coopération étrangère ne peut qu'aider, n'est-ce pas, à cette prise de conscience, mais il faut une implication, je dirais, des différentes composantes de la société haïtienne, l'État, l'administration, la société civile, le secteur des affaires, mais je crois que le plus gros doit venir, n'est-ce pas, du pays lui-même. Il faut déjà prévoir que nous ne pourrons pas dépendre de l'appui budgétaire éternellement. Donc, pour arriver à trouver cette indépendance au niveau du trésor public et adresser les vrais problèmes du pays, il va falloir créer les conditions permettant à Haïti de redevenir bancable et de pouvoir aller chercher le financement du développement. Maintenant, les Haïtiens doivent pouvoir élaborer leur propre savoir. Pour savoir comment gérer leur territoire, comment gérer leur économie, comment gérer leur population, comment gérer leur système éducatif. On peut avoir de l'espoir, qu'on peut avancer. Tant que nous arrivons à améliorer les structures de gestion, tant que nous arrivons
à mieux projeter l'avenir d'Haïti à travers des programmes et projets porteurs, je pense qu'on finira par déboucher sur ce développement que nous cherchons depuis trop longtemps.